Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'AGFIP et l'IREO consacré à la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et au rôle des élus. Avant de laisser la parole à maître Hélène Popu, avocate au barreau de Lille, qui a accepté de bien vouloir nous présenter cette réforme, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos questions en direct pendant ce webinaire. Sur la droite de votre écran, nous poser vos questions et nous tenterons d'y répondre pendant le webinaire ou à l'issue de celui-ci. Je laisse de suite la parole à maître Popu et reste à votre disposition pour répondre à vos questions en direct et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Donc, merci de nous avoir rejoints. L'objectif aujourd'hui est de manière très succincte de faire un peu un tour d'horizon de la réforme de l'OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, puisque la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2020, autrement dit dans quelques jours seulement. Donc, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap reste fixé pour les entreprises à hauteur de 6% de l'effectif de l'entreprise, mais nous allons voir que les modalités de calcul changent. Donc il va être intéressant dans le cadre de cette réforme de reprendre les différents éléments pour vraiment inciter en qualité d'élu l'employeur à embaucher le maximum de travailleurs handicapés et de trouver les mots justes pour les inciter en ce sens-là, car beaucoup ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de cette réforme. Donc l'objectif premier de la réforme de l'OETH est de simplifier la déclaration d'obligation des travailleurs handicapés via la DSN, qu'on connaît sous la terminologie déclaration sociale nominative, ce qu'on verra dans un premier temps. Puis ensuite, cette réforme a également pour objectif de développer une politique sociale, une politique d'emploi des travailleurs handicapés qui va être beaucoup plus inclusive, nous verrons dans une seconde sous-partie que tous les types d'emplois vont être pris en compte dans le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en vue d'encourager l'emploi de ces travailleurs handicapés. Ensuite, nous aborderons les nouvelles modalités de déduction de la contribution. Autrement dit, nous verrons que l'objectif est ici encore de responsabiliser les entreprises avec un décompte d'emploi au niveau, on va le voir, de l'entreprise et non plus au niveau des établissements, les établissements distincts, les établissements dits autonomes, que toutes les entreprises vont être concernées par cette obligation, mais par cette incitation à l'embauche des travailleurs handicapés, puisqu'ils pourront déclarer leurs efforts, même pour les petites structures de moins de salariés. Et puis nous intéresserons enfin aux modalités de calcul, alors non pas pour faire des mathématiques, mais tout simplement pour montrer qu'il va être intéressant pour l'employeur, moralement mais aussi financièrement, d'aller sur ce terrain d'emploi des personnes handicapées. Et surtout, en votre qualité de rôle d'élu, c'est de faire du dialogue social une aide pour l'embauche de ces personnes handicapées, puisque les entreprises peuvent toujours conclure des accords agréés en faveur de ce type d'emploi, accords qui, nous verrons, seront limités à 3 ans, renouvelables une fois, ce que nous verrons également dans cette troisième sous-partie sur les nouvelles modalités de déduction de la contribution. Puis nous resterons sur les montants mathématiques, si je puis dire, puisque nous verrons la contribution nette après déduction, avant écrêtement et après écrêtement. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de montrer et de démontrer aux employeurs qu'ils peuvent aussi trouver des avantages financiers à l'emploi des travailleurs handicapés, mais aussi de montrer aux salariés, on va le dire un peu comme ça, que ce n'est pas une tare d'être déclaré travailleur handicapé par la MDPH, mais qu'il faut le dire et le déclarer à l'employeur, puisque ça permettra par la suite, si rupture il y a, notamment d'augmenter la durée du préavis, mais aussi d'avoir des actions de formation.
Donc voilà un peu l'objectif de notre contribution et modeste contribution aujourd'hui. Donc commençons par les nouvelles modalités de déclaration que nous apporte cette réforme, puisqu'on a une modification de la procédure de déclaration en matière d'emploi de travailleurs handicapés. Pour remettre un peu les choses dans un contexte, aujourd'hui, la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce qu'on appelle la DOETH, se fait par télétransmission pour les entreprises, ou support papier si elles le souhaitent encore. C'est 5 formulaires, c'est une centaine de rubriques à remplir pour l'employeur, ce qui veut donc dire que ça le dissuade nécessairement, compte tenu de la lourdeur administrative. Il se dit je ne vais pas passer mon temps à remplir les cases, à remplir une centaine de rubriques. Au pire, je participerai, je contribuerai, même si je n'emploie pas de travailleurs handicapés. La réforme 1er janvier 2020 va permettre à l'employeur de passer par le biais de la DSN, la déclaration sociale nominative, ce qui va sensiblement aider et simplifier les choses administrativement, puisque ces tâches administratives vont être réduites. Ça veut dire simplement une dizaine de rubriques à remplir. Donc un gain de temps, un gain de charge administrative, comme n'importe quelle déclaration sociale aujourd'hui, ce qui va pouvoir comme ça les inciter en ce sens-là. Quant au taux d'emploi fixé à 6%, il reste non modifié en la matière. Alors, toujours sur ces nouvelles modalités de déclaration, aujourd'hui, l'objectif est de sensibiliser toutes les entreprises, quelle que soit la taille de cette entreprise, donc de mobiliser tous les employeurs, puisque actuellement, seules les entreprises de plus de 20 salariés sont concernées par l'obligation d'emploi des travailleurs, des personnes handicapées. Aujourd'hui, même les entreprises de moins de 20 salariés vont pouvoir déclarer leur embauche de travailleurs handicapés dans le cadre de leur déclaration sociale nominative. Alors sur le coup, on pourrait se dire quel est l'avantage, puisque eux ne sont pas soumis à cette obligation d'emploi d'au moins 6% de travailleurs handicapés par rapport à leur effectif global. L'idée, c'est de permettre aux entreprises de montrer qu'elles interviennent et font un effort en la matière en faveur de ce type d'emploi, et de ce fait-là, de mieux identifier les besoins et de pouvoir y répondre de manière plus aisée pour les petites structures. Quant au seuil, on vous l'a mentionné tout à l'heure, on reste toujours sur ce seuil de 6% de l'effectif global en matière d'emploi des travailleurs handicapés. Donc l'obligation ne concernera que les entreprises de plus de 20 salariés. Et à défaut de respecter cette embauche de 6% de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif global, à défaut, ce sera le versement d'une contribution sur laquelle on reviendra ultérieurement. Donc on a en fait une modification de l'assujettissement à l'obligation d'emploi également, puisque par le passé, et jusqu'au mois de janvier, ce sont les établissements qui sont concernés par cet assujettissement. Aujourd'hui, l'identité qui va être assujettie à l'obligation d'emploi et non plus l'établissement au sens d'établissement distinct, établissement autonome dans la gestion administrative et dans la gestion de son personnel, mais c'est l'entreprise qui va être concernée. Alors, les effectifs décomptés seront au 31 décembre de l'année. Donc je vais changer. Non, on est sur le bon slide. Donc l'entreprise va être concernée. Autrement dit, on va faire la somme des établissements pour savoir quel est l'effectif global, et ensuite on appliquera le taux de 6% en moyenne sur l'effectif global de l'année.
Alors la question qui revient souvent et qui vous sera nécessairement posée par l'employeur, est-ce que pour autant ma contribution va exploser puisque aujourd'hui on est sur un effectif plus important au niveau de l'entreprise que par rapport à chaque établissement? La réponse est bien évidemment que non, hein. L'objectif c'est pas d'augmenter les contributions des entreprises, mais véritablement d'augmenter la contribution, d'augmenter l'emploi des travailleurs handicapés. Donc la réponse est non, d'autant qu'on verra ultérieurement que l'entreprise pourra bénéficier d'une période transitoire. Donc sur ce point-là, vous pouvez rassurer l'employeur qui serait dans un objectif de paiement de contribution et non pas forcément d'emploi de travailleurs handicapés. Quant à l'effectif à prendre en compte, l'effectif total pour savoir quel est le taux de 6% que je vais appliquer à mon effectif, c'est l'effectif qui sera calculé en moyenne annuelle. Donc le calcul de l'effectif s'effectuera selon les règles de droit commun qu'on peut connaître, c'est-à-dire on regardera quel est l'emploi à temps plein, à temps partiel, quelle est la durée d'emploi au cours de l'année. Alors vous avez un exemple très concret qui vous est proposé dans le cadre des slides aujourd'hui. Donc par exemple, j'ai un salarié qui travaille à 80%, mais qui commence à travailler au 1er juillet de l'année. Comment le prendre en compte dans l'effectif? Donc les 80%, c'est les 0,8% que vous retrouvez, multiplié par les 6 mois sur 12, puisqu'il a commencé à travailler au 1er juillet, ce qui permet ainsi de le comptabiliser pour 0,4% en matière d'effectif. Pour rester sur cet effectif, vous avez également une minoration du nombre de bénéficiaires manquants. Alors le nombre de bénéficiaires manquants, concrètement, c'est les 6% de l'effectif global auquel vous venez retirer l'effectif d'emploi de personnes handicapées. Et là, nous rencontrons ce qu'on peut appeler les ECA. Alors ce sont des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Donc concrètement, c'est quoi ces ECA? Ce sont des emplois pour lesquels l'établissement, donc l'entreprise également, n'est pas en mesure de faire des propositions de poste à des salariés reconnus handicapés. Donc on a une liste d'emplois reconnus ECA. Alors ça peut être aussi bien le secteur des pompiers, des convoyeurs de fonds, des ouvriers qualifiés qui interviennent dans le béton, des dockers. Enfin voilà, vous avez une liste comme ça d'ECA. Et cette liste va être modifiée puisque les modifications de la liste doivent intervenir incessamment sous peu, les branches professionnelles ayant jusqu'au mois d'août pour proposer de nouveaux postes au titre des ECA. Alors tout ça pour vous dire que ces emplois, ces ECA où il est impossible d'embaucher des personnes handicapées, viendront en déduction du taux effectif d'emploi des personnes handicapées en la matière. Donc ce slide vous permet de bien comprendre les choses et surtout de bien expliquer les choses à l'employeur qui serait réticent en matière d'assujettissement de personnes handicapées, puisque pour résumer la situation, vous avez un nombre de bénéficiaires à employer en qualité d'employeur, ce qui correspond à 6% de l'effectif d'assujettissement, auquel on va venir donc déduire les emplois de personnes handicapées, le nombre de bénéficiaires manquants. Donc on aura ainsi ce nombre de bénéficiaires manquants auquel on va appliquer une barémisation selon la taille de l'entreprise. Par exemple, si j'ai une entreprise de moins de 250 salariés, on va multiplier ce nombre de bénéficiaires manquants par 400 multiplié par le SMIC horaire, ce qui va permettre de calculer la contribution brute à défaut d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, ça peut permettre d'inciter les employeurs pour leur dire
voilà le barème, voilà votre contribution brute aujourd'hui. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de véhiculer de l'information pour savoir quel est le taux de travailleurs handicapés et le nombre de travailleurs handicapés dans la structure? Est-ce que ce n'est pas préférable d'employer des personnes handicapées plutôt que de payer cette contribution qui serait à hauteur de X euros en la matière? Donc ça peut vous permettre de faire des calculs et aussi comme ça de pouvoir connaître le montant de la contribution et ainsi inciter, je sais je me répète un peu, mais d'inciter vraiment les employeurs en la matière. Concernant toujours cette contribution, puisque ça va vraiment être votre levier incitatif en matière d'emploi de personnes handicapées, donc la contribution, le calcul, il vient de vous être présenté. Et également, cette contribution va pouvoir être réduite par le biais de le recours à la sous-traitance qui peut être valorisée. Alors, sous-traitance, auprès de quel type de structure? Les EA, ce sont les entreprises adaptées, les AT, les établissements au service d'aide dans le travail, et ce qu'on appelle les THI ou TIH, peu importe, mais les travailleurs handicapés indépendants ou travailleurs indépendants handicapés. Si il y a recours à cette sous-traitance extérieure, jusqu'à aujourd'hui, c'était pris en compte dans le cadre du taux d'emploi, ce qui permettait à l'employeur de s'acquitter de son obligation en ayant recours à la sous-traitance. Les modalités vont être sensiblement différentes à compter du mois de janvier, puisque ce recours à la sous-traitance ne sera plus pris en compte comme forme de déduction de la contribution, du taux d'emploi, mais sera pris en compte comme une forme de déduction de la contribution. On aura dorénavant un coût unique avec un taux unique, puisque l'entreprise pourra déduire de sa contribution 30% des coûts de la main-d'œuvre issue de la facture de la sous-traitance. Donc un taux unique, quelle que soit la taille de l'entreprise, à hauteur de 30%. Et également dans une certaine limite selon l'emploi des personnes handicapées. Alors cette limite, on vous l'a résumé dans le cadre de différents slides. C'est notre slide numéro 9 et ensuite je vous mettrai les choses plus Ah, il passe pas le suivant. Donc déduction qui va être différente ensuite selon la contribution et d'emploi de personnes handicapées. Puisque, donc je vous ai dit, 30% de la facture de la sous-traitance pour l'employeur, mais dans une certaine limite par rapport à la contribution, puisqu'on ne pourra pas déduire plus de 50% de la contribution si le taux d'emploi de personnes handicapées est inférieur à 3%, et on ne pourra pas déduire plus de 75% de la contribution si le taux d'emploi est supérieur à 3%. Donc, oui, le suivant ne passe pas. Bon. On vous remettra un petit schéma en la matière pour reprendre les choses, mais l'objectif, c'est que plus l'entreprise emploie de travailleurs handicapés, plus le plafond des dépenses déductibles va être important au niveau de la sous-traitance. Donc l'objectif, c'est de favoriser la complémentarité entre les deux systèmes, entre l'emploi des travailleurs handicapés et la sous-traitance, pour diminuer au maximum le montant de la contribution qui serait due par l'entreprise. Concernant toujours... Vas-y, continue, puis ouais. C'est ça. Voilà, ça y est. Voilà. Donc vous avez un petit schéma qui récapitule parfaitement les choses avec la contribution brute avant toute déduction qui serait due par l'employeur s'il ne respecte pas son taux de 6% d'emploi de travailleurs handicapés. Si le taux d'emploi des personnes handicapées, par exemple, est de 2%, vous aurez un taux inférieur à 3%, et dans ce cas-là, il ne pourra déduire que 50% de la contribution.
Par contre, si le taux d'emploi de l'entreprise est de plus de 3%, donc imaginons un taux d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 4%, dans ce cas-là, le taux d'emploi étant de plus de 3%, l'employeur va pouvoir déduire 75% du montant global de la contribution brute qu'il devra verser en la matière. Donc vous voyez bien que plus l'emploi de personnes handicapées est important, plus il pourra déduire du montant de la contribution qui est due. Donc bien lui montrer, bien l'inciter à employer le maximum de travailleurs handicapés pour réduire parallèlement avec le biais de la sous-traitance la contribution brute. Alors, je me permets de poser peut-être une petite question, puisque Brigitte nous demande justement comment connaître le taux de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Peut-il y avoir une information via la BDES? Est-ce une formalité obligatoire? C'est pas une formalité obligatoire, et c'est là d'où revient la grande difficulté, c'est que les salariés, des gens en amont, même lorsqu'ils sont reconnus comme travailleurs handicapés par la maison départementale des personnes handicapées, qui, elle, ne transmet que sa décision aux salariés, hein, elle est tenue au secret médical, donc elle transmet simplement aux salariés sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et le salarié se dit ça va m'être préjudiciable dans le cadre de mon emploi, donc je ne le déclare pas à mon employeur. Donc ça, c'est véritablement aujourd'hui la première difficulté, c'est de véhiculer une information auprès du salarié pour dire que d'être reconnu de travailleur handicapé ne va pas forcément lui être préjudiciable, mais qu'au contraire, l'employeur sera peut-être bien content c'est assez paradoxal, mais il sera peut-être bien content d'avoir des travailleurs handicapés au sein de sa structure pour ne pas avoir à payer une quelconque contribution. Donc ça, il faut vraiment œuvrer en amont pour que ceux qui sont reconnus travailleurs handicapés le déclarent au niveau de l'entreprise. Ensuite, en tant que tel, on ne peut pas forcer les gens à le déclarer, mais effectivement, on peut solliciter l'employeur pour savoir quel est le nombre précisément de contrats qui ont été reconnus, emploi reconnus comme travailleurs handicapés. Puisque tous les types de contrats vont être pris en compte dans le cadre de l'emploi des travailleurs handicapés, que ce soit un CDD, un CDI, un contrat d'intérim, ils doivent être pris en compte en tant que tels dès que le salarié le déclare. Donc, dans les données que vous retrouverez, c'est toujours un peu délicat pour l'employeur de publier, alors non pas les noms, mais le taux de travailleurs handicapés, mais vous pouvez bien évidemment vous rapprocher de l'employeur pour savoir quels sont les contrats qui ont été déclarés en tant que tels. Mais je sais, je me répète un peu, mais il faut vraiment œuvrer en amont pour que le salarié fasse sa déclaration à l'employeur, qui peut se résumer en un mail, en une transmission de sa reconnaissance de travailleur handicapé. Hein. Mais c'est vraiment là que la problématique va se poser, bien lui expliquer que toutes les entreprises aujourd'hui, lorsqu'on touche à l'aspect financier, seront contentes d'avoir un montant de contribution réduit et donc un taux de travailleurs handicapés au sein de la structure, ce qui ne changera absolument rien sur l'exécution des tâches. Donc, Alors, on peut peut-être préciser aussi que ce n'est pas forcément un élément qu'on va retrouver nécessairement dans la BDES, mais que l'on peut demander directement à l'employeur. Et dans le cadre d'un dialogue social de qualité, ça fait partie des choses qui peuvent être échangées entre la direction et les élus. Hein. De toute façon, c'est dans un sens, pour aller ensemble dans un même sens, c'est-à-dire d'intégrer au mieux les salariés en situation de handicap dans l'entreprise. Oui. Alors, toujours comme levier pour inciter à l'embauche des travailleurs handicapés, c'est que cette réforme de l'OETH va recentrer aussi les dépenses déductibles de la contribution due par l'employeur.
jusqu'à aujourd'hui, il existait quand même pas moins de 13 catégories de dépenses que l'employeur pouvait défalquer du montant de sa contribution pour l'accueil, l'insertion, le maintien dans la vie professionnelle des personnes en situation de handicap. À compter du mois de janvier, on est toujours sur un montant de déduction qui ne pourra pas excéder 10% de la contribution annuelle brute. Néanmoins, fini les 13 catégories de dépenses déductibles, puisqu'aujourd'hui, seules 3 catégories de dépenses vont pouvoir être déduites de la contribution, toujours dans la limite de 10%. Alors ces 3 catégories, vous les retrouverez sur le slide qui vous est proposé. La première catégorie est relative à la réalisation de diagnostics et de travaux favorisant l'accessibilité des locaux aux travailleurs handicapés, au-delà de l'obligation légale qui est imposée. La deuxième catégorie, ce seront toutes les mesures de maintien en emploi et à la reconversion professionnelle. Et la troisième catégorie, les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou le maintien en emploi de travailleurs handicapés, également les actions de sensibilisation et de formation des salariés de l'entreprise en la matière. Donc il faut vraiment œuvrer sur la formation et l'information des salariés dans l'entreprise qui permettra, puisqu'on sera dans le troisième cas de figure, à l'employeur de pouvoir déduire dans la limite de 10% le montant de la contribution. Mais surtout, en qualité d'élu, et dans le cadre de cette réforme, informer les employeurs qu'ils vont pouvoir déduire totalement, même, on peut aller jusqu'à une déduction totale de leur contribution dans le cadre des accords agréés, puisque l'objectif est de redynamiser les accords agréés, puisque l'employeur, jusqu'à maintenant, pouvait toujours s'exonérer de la contribution s'il avait signé avec les partenaires sociaux un accord agréé par l'État et qui comportait des mesures favorables au recrutement et au maintien des travailleurs handicapés. Donc, avec cette réforme et au mois de janvier, on n'est pas du tout sur la disparition de ce type d'accord. Alors, accord agréé par l'État ou accord de branche agréé, mais au niveau de l'entreprise, vous pouvez toujours conclure des accords, sauf au niveau de l'établissement, puisque l'accord doit être conclu au niveau de l'entreprise. La seule modification, c'est que ces accords seront limités dans le temps à une durée de 3 ans renouvelable une fois, ce qui peut aussi inciter les employeurs en disant voilà, on est sur une durée courte concernant cet accord, donc pourquoi pas m'investir sans que ça prenne des années pour trouver à s'appliquer. Donc l'objectif, c'est vraiment de redonner aux accords leur rôle pour favoriser la mise en œuvre d'une politique en faveur d'emploi des travailleurs handicapés. Et pour ce qui est des accords qui ont déjà été signés avant le 1er janvier 2020, ils seront toujours applicables aujourd'hui. Donc vraiment insister les employeurs à négocier pour justement s'exonérer de cette contribution, c'est vraiment l'objectif premier en matière d'accords agréés et qui pourront facilement les inciter à aller dans ce sens-là. Donc un petit schéma vous est repris pour bien comprendre les modalités d'application de ces accords avec un renouvellement possible simplement une fois avec une durée de 3 ans pour montrer que voilà, ces accords perdurent sans la moindre difficulté et vraiment inciter l'employeur à aller en ce sens-là pour lui faire des économies financières, ce qui peut l'inciter. Donc, en résumé, sur la contribution de l'employeur, vous aurez bien compris qu'il y a cette contribution brute qui correspond aux 6% des emplois, auxquels viendront être défalqués les contrats conclus au niveau de la sous-traitance et toutes les dépenses déductibles pour en arriver à la contribution nette. Donc, concernant la contribution, n'hésitez pas aussi à rassurer les employeurs puisque le calcul de la contribution après écrêtement
ne sera pas modifié, mais ça n'aura pas des répercussions rapides au niveau de leur contribution, puisque des dispositions transitoires sont prévues si leur montant de contribution venait à augmenter. Donc on vous a fait un petit slide en la matière pour que vous puissiez expliquer aisément à l'employeur que s'il s'investit aujourd'hui, mais que sa contribution pourrait quand même augmenter puisqu'on est au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de l'établissement, il aura quand même des avantages financiers et des abattements pour mettre en œuvre les dispositions transitoires. Donc en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la hausse, tout ça vous est repris, hein, vous aurez un abattement de la hausse de 30% s'il y a une augmentation de 10 000 euros, un abattement de 50% si on est à plus de 10 000 euros et un abattement de 70% lorsqu'on est au-delà de 100 000 euros. Donc tout ça pour dire que c'est maintenant qu'il faut agir, puisque pour cette année, donc en début d'année, on sera sur une déclaration pour l'année 2019. Donc les dispositions ne vont pas changer. Par contre, alors je vais reprendre le document. Ce sera plus simple. Hop, ça arrive au fur et à mesure. Donc par contre, les répercussions pour l'employeur vont véritablement s'opérer lors de la déclaration en 2020, puisque là, ce sont les nouvelles règles qui trouveront à s'appliquer. Donc ça peut ainsi les inciter à négocier aujourd'hui pour ne pas avoir cette répercussion en 2020, d'où l'importance de tenter ces accords agréés pour justement qu'il n'y ait pas des répercussions financières et pour l'inciter en ce sens-là. Donc pour vous aider également dans toutes ces démarches, hein, vous pourrez retrouver des simulateurs sur l'impact financier pour inciter vos employeurs. Vous pouvez également retrouver des liens utiles puisque l'employeur pourra se tourner vers l'URSSAF pour toutes les questions qu'il aurait en matière de cotisation et également toujours intervenante auprès de l'AGFIP qui pourra lui répondre par téléphone, par mail ou même sur rendez-vous pour œuvrer en ce sens-là. Je reviens en arrière du coup. Donc des liens également utiles pour refaire un panel en la matière et ce slide et ce diaporama qui est à votre disposition également pour refaire un point d'ancrage sur cette réforme. Voilà. Alors on a essayé d'être le plus succinct possible. Il y aurait bien évidemment beaucoup de choses à dire en la matière. Mais voilà, ça vous permet comme ça d'avoir un tour d'horizon de la réforme pour pouvoir œuvrer efficacement oui, dans les prochains jours pour inciter les employeurs à l'embauche de travailleurs handicapés et inciter les salariés à se déclarer en tant que tels, puisque ça n'aura pas nécessairement d'impact sur l'exécution de ces tâches et on n'en arrivera pas à une procédure de licenciement du fait de son handicap. Voilà. Alors, Brigitte nous demandait également la définition de l'accord agréé. Alors, je répondrai simplement que l'accord agréé a pour objectif la mise en place d'une politique globale d'emploi des personnes handicapées. Et ce sont des accords qui peuvent être négociés au niveau du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement. L'accord agréé par l'État est une modalité de réponse à l'obligation légale d'emploi des travailleurs handicapés, comme Maître Popu nous l'a indiqué, et il doit obligatoirement comporter, cet accord, un plan d'embauche en milieu ordinaire et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise, et au moins un des deux plans suivants, un plan d'adaptation des salariés aux mutations technologiques et un plan d'insertion et de formation.
Alors, pour avoir des informations supplémentaires en tant qu'élu, je vous renvoie également, comme le propose Arnaud dans les questions-réponses, sur le lien, sur le site du PRITH Hauts-de-France, hein, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés Hauts-de-France. Nous vous mettrons le lien également sous la vidéo. Vous pourrez retrouver toutes les informations qui concernent aussi bien les élus que les salariés en situation de handicap sur ce site. Je remercie Maître Popu de nous avoir présenté brillamment cette réforme en si peu de temps. Le pari était osé. Je vous remercie également pour votre attention. Nous aurons tous bien compris effectivement que vous, élus, vous avez un rôle primordial, un rôle d'accompagnement des salariés, tout d'abord dans l'entreprise, mais aussi un rôle d'accompagnement, entre guillemets, devrais-je dire, de l'entreprise dans cette démarche d'insertion et d'inclusion des salariés en situation de handicap. L'IREO est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Nous vous rappelons que notre partenariat avec l'AGFIP va se décliner également à compter de cette année, en cette fin d'année et l'année prochaine, en session de formation auxquelles vous êtes invités à participer. Retrouvez ainsi toutes nos informations sur notre site IREO, www.ireo.fr. Je remercie les équipes techniques de l'ISTNF pour leur patience et leur accompagnement dans ce premier webinaire organisé par notre institut et je remercie la GFIP de la confiance accordée pour l'organisation de ce webinaire. Merci, à très bientôt. Au revoir.